L'autre jour, je scrollais sur YouTube. Et là, paf, une pub. Vous savez, une de celles qu'on ne peut pas skipper. Et en 3 secondes, j'étais happée. Pas par le produit, mais par l'émotion. Une musique bien choisie, des images qui racontent une histoire en accéléré. Et d'un coup, j'ai eu cette pensée. Et si on me hackait en temps réel? Pas mon téléphone, pas mes données, mais mon cerveau, mes émotions. Bienvenue dans Human Echoes, le podcast qui explore les échos de nos choix, de nos vulnérabilités humaines et de notre psychologie à travers les prismes du hacking, des sciences humaines et de la philosophie. Alors, la première question qui m'est venue, c'est: est-ce qu'on peut vraiment contrôler nos émotions? Certains diront oui, que c'est une question de volonté, de discipline. D'autres parleront de méditation, de respiration ou de régulation émotionnelle. C'est vrai qu'il y a le stoïcisme, par exemple, qui nous dit de ne pas se laisser submerger par les événements, d'accepter ce qui ne dépend pas de nous. Ça fonctionne, ok, dans une certaine mesure. Mais vous savez quoi? En fait, on est des machines à réaction. Notre cerveau est programmé pour ressentir avant de comprendre. L'émotion arrive avant l'analyse. Toujours. Des études en neurosciences, notamment celle de Benjamin Libet, montrent que notre cerveau prend des décisions avant même que nous en ayons conscience. Nos émotions nous pilotent. On peut apprendre à les tempérer, à les canaliser, mais jamais totalement à les dompter. Les recherches en psychologie cognitive, notamment celle de Daniel Kahneman sur le système 1 et système 2, démontrent que la pensée rapide et intuitive prend souvent le dessus sur la pensée rationnelle et analytique. Nous sommes donc vulnérables aux biais cognitifs et aux manipulations émotionnelles. J'étais justement en train de parler de ces sujets avec un ami autour d'un verre quand il a mentionné Skinner. Alors, je vous avoue, j'ai d'abord pensé au principal dans Les Simpsons. Et en fait, j'étais pas très loin, puisque le personnage est directement inspiré de ce dernier. Alors, Skinner, c'est qui? C'est vrai qu'on le connaît très très mal en France. Skinner, c'est un psychologue américain du XXe siècle qui a poussé le behaviorisme à son extrême. Pour lui, nos comportements sont entièrement déterminés par notre environnement et par un système de récompense et de punition. Ici, il n'y a pas de libre arbitre, juste des réponses à des stimuli. C'est assez terrifiant quand on y pense. Parce que si nos choix sont dictés par ce que l'on vit, alors il suffit de modifier l'environnement pour modifier nos décisions. The child will feel free in both cases. In one case, he's free to go and ask the teacher if this is good, and the teacher says yes. In another case, he's free to try something new, and something interesting happens. And he feels free. But actually, in one case, he is still under the control of personal approval. In the other case, he has come under the control of all of the interesting things that happen in the world at large when you begin to explore it. C'est exactement ce qu'il a expérimenté avec la fameuse boîte de Skinner. Un rat, un levier, une récompense. Conditionnement pur. Il a appliqué ce principe à l'éducation et aux politiques sociales, développant des techniques de conditionnement opérants qui sont encore utilisées aujourd'hui dans la gamification, la publicité et les technologies addictives. Donc, les réseaux sociaux, les algorithmes, la publicité, tout repose sur une logique skinnerienne. On te montre un contenu, tu réagis. On mesure ta réaction et on te resserre ce qui a le plus d'impact sur toi. Récompense, conditionnement, contrôle. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Si ce conditionnement pouvait être utilisé autrement, à quoi ça ressemblerait? Bon ok, imaginez, classique. Vous recevez un message. Bonjour, c'est votre banque, un paiement suspect a été détecté sur votre compte. Et là, panique. Tu cliques, erreur, classique. Eh bien ça c'est du social engineering. Et comme l'ont démontré Kevin Mitnick et Christopher Hadnagy, le social engineering repose sur l'exploitation des failles humaines plutôt que techniques. Mitnick, c'est un célèbre hacker qui est devenu après consultant en cybersécurité. Il a prouvé que le maillon faible d'un système n'est pas le code, mais l'humain. Hadnagy, lui,
a systématisé l'étude de la manipulation psychologique à travers l'art de l'influence et la persuasion. Comme dans le hacking, en social engineering, en fait, on a pas mal de techniques. Par exemple, on a l'attaque par prétexte, qu'on appelle pretexting. En gros, l'attaquant se fait passer pour une figure d'autorité ou une personne de confiance pour obtenir des informations. On a aussi évidemment le phishing. Ce sont des emails frauduleux imitant des communications officielles pour inciter la victime à révéler des informations sensibles. On peut aussi citer le quiproquo. En gros, c'est offrir un service en échange d'une information. Par exemple, un faux support technique qui propose une aide contre l'accès à un compte personnel. Et évidemment, on a l'exploitation des émotions. Donc jouer sur la peur, l'urgence ou l'avidité pour forcer une décision impulsive. Et en fait, cette exploitation des biais cognitifs, elle ne se limite pas aux cyberattaques individuelles. Ce sont ces mêmes principes qui, à grande échelle, sont utilisés pour influencer des masses entières, conditionner l'opinion publique et manipuler les choix politiques. En ce moment, s'il y a bien une personne dans le paysage politique qui illustre à la perfection ça, bien sûr, c'est Trump. Il a toujours su jouer avec les émotions des foules. Colère, peur, sentiment d'injustice. En fait, il ne cherche jamais à convaincre rationnellement. Il provoque une réaction immédiate, viscérale. C'est là toute la stratégie des ingénieurs du chaos dont parle Giuliano da Empoli. Mais Trump n'aurait jamais réussi sans Steve Bannon. Rappelez-vous bien de ce nom. Steve Bannon, c'est l'ancien dirigeant de Breitbart News et stratège de sa campagne de 2016. Bannon a construit une machine à polariser l'opinion publique. Son approche repose sur l'exploitation des colères populaires, l'usage des réseaux sociaux pour amplifier les divisions et l'idée que les élites traditionnelles sont corrompues. Bannon a théorisé une stratégie qu'il appelle lui-même le chaos créatif. Il s'agit d'inonder l'espace médiatique de polémiques, de décrédibiliser les médias traditionnels et de fragmenter l'opinion publique pour rendre impossible tout débat rationnel. Il s'est inspiré des techniques de désinformation, de manipulation cognitive et de viralité numérique pour créer un climat où chaque camp se replie sur lui-même. Et donc ça, c'est du hacking émotionnel de masse. Pas besoin de faits, il suffit simplement de créer une réaction et de la laisser s'auto-alimenter. C'est vrai que quand on dresse ce paysage, il y a une question qui me vient. Sommes-nous donc condamnés à être hackés ? Du coup, j'ai un peu cherché et je suis tombée sur Jacques Ellul. Dans son livre Propagande, il explique que dans nos sociétés modernes, la manipulation n'est pas imposée par la force, mais acceptée par habitude et adhésion inconsciente. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement que nous ne sommes pas seulement des victimes. Nous participons activement à notre propre endoctrinement en consommant des récits qui nous confortent. Alors, la vraie question n'est peut-être pas « sommes-nous manipulés ?», mais plutôt « voulons-nous vraiment nous en libérer ?» Merci d'avoir écouté Human Echoes. Alors, à vous qui écoutez, la prochaine fois qu'un discours vous choque, qu'une information vous bouleverse, prenez un instant. Respirez, interrogez, décodez. Parce qu'au fond, la clé pour ne pas être hacké, c'est d'apprendre à penser par soi-même.